Hello les amis, c'est Christophe Concy, partie 2, John Rockefeller, on y va tout de suite. Donc, John Davidson Rockefeller, premier du nom, à la base c'est un comptable. Et il tient, depuis qu'il est tout petit, un carnet de notes où il note la moindre dépense. Jamais il n'en parle à qui que ce soit. Il est extrêmement talentueux pour dissoudre, attendre et racheter des parts, faire fructifier une entreprise. Il achète même parfois avant d'avoir l'argent. C'est le cas notamment lors du rachat d'Excelsior Oil Works. Il met en place tout un stratagème financier pour faire céder les actionnaires. Ça marquera le début de sa réussite et nous sommes dans les années 1865. Il a 26 ans. C'est aussi la fin de la guerre de sécession. Le Nord l'emporte sur le Sud. Commence alors l'âge d'or. Le réseau ferroviaire passe de 50 000 à 320 000 km. Donc c'est aussi une époque où tous les coups sont permis. Et c'est l'époque aussi de ce qu'on appelle les barons voleurs. On passe au niveau du pétrole, on passe de 3 à 64 millions de barils de pétrole. Le pétrole servait à la base aux lampes, aux lubrifiants, le kérosène, c'est le kérosène de l'époque. Il sert maintenant à la glycérine, au solvant, à la cire, de paraffine. En fait, on est dans plein d'industries. Le marché ne cesse de grandir. Il y a même des villes qui sortent de terre, où il y a 15 000 habitants, et qui disparaissent au bout d'un an. Voilà, juste pour faire le business du pétrole. Forcément, tout le monde veut sa part du gâteau. Et en fait, John D. Rockefeller, il fera la différence par sa qualité de produit fini. Il appellera d'ailleurs sa firme Standard Oil. Il appliquera les méthodes industrielles de production et standardisation qu'il va appliquer à celles du pétrole. Parce qu'à l'époque, on est dans l'époque de Ford, de l'industrialisation, etc. Et c'est son frère William qui va gérer ses affaires. Donc, ils sont quand même deux. Il y a un côté penseur et un côté exécutif. Et il se répète sans cesse, le génie, c'est la maîtrise du détail. En 1867, c'est un tournant dans sa vie. Il va recruter son bras droit, Archbold. qu'il conduira à former le Trust Rockefeller. Donc quelqu'un qui va travailler 20 ans pour lui. Et c'est lui qui va placer à un moment donné à la tête. Parce qu'il sait se montrer brutal dans les affaires. Et après, on en parlera dans la troisième partie de pourquoi les Rockefeller ne sont pas aimés. Parce que justement, ils avaient certaines méthodes qui étaient peu conventionnelles pour l'époque. Et surtout, il deviendra le confident de Rockefeller. Il tire un proverbe de ça. Une amitié fondée sur les affaires vaut mieux qu'une amitié fondée sur l'amitié. Le 10 juin, suite à la crise en 1860, la compagnie Standard Oil décide de se mettre en SAS pour lever des fonds. Et là, c'est encore un coup de génie. Il va convaincre avec parfois de la pression un de ses opposants qui deviendra ses principaux bras droits. Rockefeller, il n'est pas du tout rancunier. Il faut savoir que même s'il s'acharne à utiliser de la force, etc., pour racheter un de ses concurrents, ça ne veut pas dire qu'après, et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, puisqu'il y en a qui vont faire des grandes carrières après au sein de la Standard Oil. Donc à 35 ans, il a la tête quand même de 1600 ouvriers et 15 000 barils de pétrole par jour. Ça représente à peu près 25% de la production totale des États-Unis. Et lorsque les industriels, en fait, ils veulent pas vendre leur entreprise à Rockefeller, alors, ce qu'il fait, et là aussi c'est encore un génie, il va créer d'autres entreprises et il va faire acheter ces entreprises écrans, voilà, il va racheter des entreprises concurrentes. Il va assurer 95% du raffinage aux États-Unis. Aussi grande expansion soit-elle, ça reste quand même un bourbier juridique. Et donc du 2 janvier va naître le Trust. Donc c'est pour ça qu'il va déplacer ses bureaux à New York. Il a besoin vraiment de consolider et de mieux gérer tout ça. Et puis voilà, prendre sa place à New York aussi, ça veut dire prendre sa place dans le monde. Puisqu'après, il va y avoir tout le côté exportation, etc. Dans les années 1920, vous aurez cette bâtisse qui sera finie, le Rockefeller Center. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans le business, quand il doit prendre des décisions avec ses associés, c'est pas du tout un tyran. Il prend ses décisions au consensus. Donc après, il faut s'imaginer, voilà, qu'avec toute cette réussite, il est critiqué de toutes parts. Donc ça se discute. Même aujourd'hui, je veux dire, la cinquième génération tire encore les ficelles de ce monde. Quand même une vie
très austère. Hein. Il fume pas, il boit pas, il sort pas, il n'est pas dans des groupes, etc. Il est en avance sur son temps. C'est un véritable homme de charité. À un moment donné, il faut bien imaginer la personne. Hein. Il est tellement riche. D'ailleurs, il s'est dit dans le bouquin, l'argent jaillit, mais chaque seconde, quoi. Il est tellement riche que les gens l'interpellent même dans la rue pour lui demander de l'argent. Il reçoit, je ne sais pas combien de lettres par jour, de milliers de lettres, ça j'en parlerai dans la troisième partie. À 50 ans, en fait, il abandonne tout. C'est aussi les conseils de Dale Carnegie. Donc, il faut savoir, à cette époque-là, vous aviez des grandes familles comme J.P. Morgan, Dale Carnegie, les Vanderbilt pour les chemins de fer. Lui, il abandonne tout à 50 ans et conserve son titre de président. Voilà, parce qu'il y avait trop de procès qui étaient en cours qui auraient pu l'inculper. Et si quelqu'un devait aller en prison, c'était lui. Mais cependant, il est serein. Je veux surtout parler maintenant de son fils. Son fils, pour l'instant, il grandit, il est un peu dans l'ombre. Il a très peu d'amis, il est plutôt élevé comme son père. Donc, ils sont très riches, mais lui, il est élevé comme s'il était pauvre. Pareil, il est très pieux. Il voit son père comme un véritable héros. Il ne faut surtout pas qu'il termine comme son grand-père. Il n'est pas naïf non plus. Il vit un peu en autarcie. Il est conscient qu'il est privilégié. Il veut toujours faire le bien. Il est toujours là pour aider son père aussi jusqu'à la fin. Et en grandissant, lui, là, il est un peu différent par contre. Voilà, il s'épanouit un petit peu plus, il sort, il danse, il fume, il épouse Abby, sa femme qui est progressiste. Et alors à un moment donné, quand il veut se mettre vraiment dans les affaires, il s'associe avec une personne où il fait confiance, je ne sais plus le nom. Mais en gros, dès qu'il veut jouer, enfin dès qu'il veut arriver dans le monde des affaires, il perd 1 million à l'époque, donc c'est beaucoup d'argent. Il perd 1 million en bourse. Donc quand il raconte ça à son père l'engueule pas et il lui dit bon, il le prend plutôt sous son aile, ouais, et ça lui sert de leçon. Et en 1897, il rentre dans l'entreprise de son père et c'est là où va commencer tout ce qui est philanthropie universelle, etc. Mais ça, je vous en parle dans la troisième partie. C'était Christophe Concy. Rendez-vous au prochain épisode.